Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de la French Touch. Alors, avec un micro et un fil comme ça, j'ai toujours rêvé de faire comme le chanteur des Who, Roger Daltrey. Je sais pas si vous voyez. Il le fait mieux de façon plus spectaculaire. Je suis très heureux et très fier de lancer cette bulle qui est la bulle de la French Touch, de la créativité française. Ça a été dit ce matin, la créativité française et les industries créatives françaises, c'est un combat de puissance, c'est un combat de rayonnement auquel on contribue à l'échelle de BPI France. On a lancé cette initiative, alors on va pas être platiste, d'habitude on pitch la French Touch comme une plateforme, mais là on est passé en 3D, c'est une bulle. Donc sous cette bulle, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, ça fait 5 ans qu'on finance les entreprises culturelles et créatives françaises. On a déployé 7 milliards d'euros, on a soutenu 16 000 entreprises. Donc on a un impact qui est systémique, qui est important. Et puis, c'est un objet d'utilité et de financement, cette plateforme et cette bulle, mais c'est surtout, et c'est pour ça que c'est sympa d'être là, c'est une raison d'être ensemble en fait. La raison d'être de la French Touch, c'est ce récit commun, ce tissu connectif qui fait que les entrepreneurs et les créatifs, de l'immersif, du cinéma, de la mode, du jeu vidéo, du design, trouvent des conversations communes, déjà se rencontrent physiquement, personnellement, trouvent des occasions de collaborer, de créer de la valeur ensemble. Et donc c'est pour ça que toutes les équipes que je remercie travaillent d'arrache-pied pour construire un programme au Big, à We Are French Touch qui a lieu le 26 novembre prochain à la Maison de la Mutualité et on compte sur vous. Au French Touch rendez-vous à Austin, Texas, à South by Southwest, c'est un peu plus loin, mais on compte sur vous également. C'est donc pour toutes ces raisons qu'on active cette communauté pour porter des messages qui vont être égrenés tout au long de la journée. Ces messages, c'est les grands enjeux transversaux de la créativité française. C'est l'innovation technologique. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de technologie immersive, bien sûr. C'est l'impact positif, on va parler de transition écologique, on va parler d'inclusion, on va parler de diversité, on va parler de nouveaux matériaux. Et le fil rouge de tout ça, ou le fil orange, pour être dans le ton, c'est l'hybridation, la transversalité. Et cette bulle, vous l'avez vu, ce n'est pas une bulle derrière laquelle on se réfugie, et ce n'est pas une bulle fermée, c'est une bulle ouverte. Donc, bon, on a aussi une notion d'humilité et de relativisme qui est que la French Touch n'est pas le seul enjeu de Big, mais en fait, la réalité, c'est qu'elle est connectée à tous les autres grands enjeux. Donc, on a énormément de speakers magnifiques. On ratait Axel Dumas à d'Hermès qui avait évidemment une cravate magnifique sur le banc il y a quelques minutes. Il va y avoir un programme formidable. Allez voir les équipes si vous voulez rater absolument rien de ce qui va se passer. Il y aura des speakers sur le banc, sur l'ampli. Et puis le programme ici va être extrêmement riche. La Touch, elle se croise avec les enjeux de climat, avec les enjeux de technologie, avec les enjeux d'international, bien sûr, de développement des territoires. Donc voilà, on va essayer de passer un bon moment. Encore une fois, cette bulle, elle est à l'image de tout ce qu'on fait. Elle va être utile parce qu'on va donner plein d'informations sur comment créer sa boîte, comment se développer à l'international, comment se financer, etc. On est là pour ça. Elle va être inspirante, on l'espère. C'est pour ça qu'on a fait venir énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses géniaux des industries créatives françaises. Et puis, ça va être un moment collectif parce que c'est la base du tout. Donc, merci d'être là. Je vous souhaite une très belle bulle French Touch et je donne la parole à Yona qui va introduire le premier panel. Merci beaucoup. Bonne journée, bon Big. Merci Nicolas, bonjour à tous. N'hésitez pas à venir, je vois que vous êtes nombreux dehors, vous êtes les bienvenus. On a le plaisir de commencer par un atelier sur les enjeux d'éco-responsabilité dans les métiers d'art chez les architectes et designers français. Et j'ai le plaisir d'introduire notamment Jean Amalric, qui est en charge des accélérateurs des industries culturelles et créatives qu'on propose chez BPI France, Quentin Boutouria, qui pilote 2 accélérateurs, ainsi que Léa Garabos et Lelcy Gonçalves, qui vont se présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Nicolas, merci Yona. Merci pour cette invitation, merci pour l'organisation de ces événements autour de la French Touch. Donc je m'appelle Jean Amalric, je travaille à la direction de l'accompagnement de BPI France. Alors, BPI France, vous nous connaissez sans doute pour des métiers de financement, d'investissement, de garantie, peut-être un peu moins pour les métiers d'accompagnement, qui sont, c'est un métier qui a émergé en 2016 et qui marche de manière assez basique sur 2 jambes, de la formation, avec des partenariats avec des écoles, et du conseil. Et le joyau de la couronne, à la direction de l'accompagnement, ce sont les programmes accélérateurs. Et bien, comme la French Touch, Nicolas l'a dit, infuse tous nos métiers. Elle infuse aussi le métier de l'accompagnement et les accélérateurs
Aujourd'hui, les accélérateurs French Touch, c'est plus de 20 programmes lancés sur différentes verticales, Modelux, cinéma, jeux vidéo, cosmétiques, architecture et design, savoir-faire d'exception. Et c'est plus de 400 dirigeantes et dirigeants accompagnés dans ces dispositifs. Entrée d'union un petit peu avec l'atelier d'aujourd'hui. On prépare la programmation, bien sûr, 2025. Et dans les cartons, on a l'idée avec nos partenaires. Alors, je tiens aussi, je vais faire une petite parenthèse et remercier aussi nos partenaires sans qui ces accélérateurs ne verraient pas le jour, notamment le ministère de la Culture, la Direction Générale des Entreprises, France 2030, le CNC et tous les partenaires techniques qui nous aident, CTC Mode, CTC Défi Mode, France Éclat, bien sûr aussi la FEBA, Cosmétique Valley, tous ces partenaires qui nous aident à monter ces dispositifs pour être au plus proche de vos enjeux. Donc visé, on a bien sûr une programmation qui se lance. On a un programme Modelux notamment qui se lance dès le mois prochain, une 5e édition de notre dispositif. Et puis dans les cartons, on a l'idée de faire un programme, une approche un peu plus thématique pour accompagner les dirigeants des industries culturelles et créatives dans des projets de transition de RSE. Donc si vous voulez rester au fait des dernières actualités, n'hésitez pas à suivre la French Touch sur les réseaux et vous aurez bien sûr toutes ces informations. Je vais te passer la parole, Quentin, pour cette table ronde et merci encore à nos invités d'avoir accepté de participer aujourd'hui. On a un petit souci d'affichage peut-être. C'est pas grave, ce sont les aléas du direct et nous allons improviser, nous adapter comme il faut s'adapter au climat désormais. Bienvenue à toutes et tous en physique et à nos amis aussi qui nous rejoignent sur LinkedIn. Vous êtes peut-être des milliers, des millions, peut-être un peu moins, j'en n'en sais rien. Merci beaucoup du coup à nos deux accélérés qui ont accepté de témoigner sur cette table ronde qui, je le rappelle, s'intitule Les enjeux d'éco-responsabilité des artisans d'art, architectes et designers français. Je ne sais pas s'il y en a dans l'assemblée. En tout cas, même si vous n'en êtes pas, vous êtes les bienvenus. Je vais du coup vous laisser vous présenter. Je vais laisser la parole à Léa, du coup, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous, merci Quentin de nous avoir invités. Nous, on a suivi le parcours savoir-faire d'excellence, programmes accélérés. Donc, on est l'entreprise Garabos. Moi, je suis Léa Garabos, je représente l'entreprise. Et on est une entreprise de plâtrerie, plâtrerie staff. On est une entreprise familiale, on est la 3e génération. Donc c'est aujourd'hui mon mari qui dirige la boîte. Il la tient de son grand-père. Son père l'avait reprise derrière. Et aujourd'hui, on est 60 salariés donc au sein de l'entreprise. On est à Bordeaux. Et donc nous, on touche au plâtre sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on fait du placo, comme tout le monde connaît. Donc on pose des rails, des vis et de l'isolation. Et donc la partie vraiment bâtiment. Et on fait aussi donc de la plâtrerie traditionnelle. Donc c'est une méthode qui consiste en fait, c'est l'ancêtre de la plâtrerie, c'est l'ancêtre du placo. Donc à plâtrer sur place. Donc on va venir créer. Du coup, on n'a pas les slides, mais on pourra voir dans quelques instants à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Je vous l'assure. Donc c'est plus parlant forcément avec des images, mais donc on vient plâtrer directement sur place. Donc que ça soit du mur, on fait aussi de l'escalier, des plafonds. Donc en plâtrerie traditionnelle. Donc on a le savoir-faire en interne. Donc on a nos plâtriers qui font ça. Et on a toute une partie staff. Donc ça, c'est la partie ornementation du bâtiment. Donc c'est en partie pour ça qu'on a participé au métier savoir-faire d'excellence. En fait, si vous voulez, le staff, c'est un mélange de plâtre, d'eau et de sisal, donc qui est une fibre naturelle. Et donc, avec ça, on vient créer, mouler et reproduire de l'ornement. Et vous avez développé depuis peu une gamme d'objets de décoration. Exactement. Donc en fait, avec ce savoir-faire qu'on a en interne, on a en fait nos plâtriers, staffeurs, ils ont un savoir-faire qui est absolument dingue, avec lequel on peut faire à peu près tout. Aujourd'hui, les staffeurs, ils étaient cantonnés à faire de la corniche, de la rosace, comme dans tous les appartements haussmanniens qu'on peut voir à Paris.
Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'avec ce savoir-faire, en fait, on pouvait faire des choses un peu différentes. Et notamment, on a eu des projets avec des architectes et décorateurs qui ont un peu compris toutes les ressources de la matière. Et donc, on a été amené à faire des projets en faisant du luminaire, des cheminées aussi, en plâtre. Et donc, suite à ça, c'est vrai qu'on s'est dit, pourquoi pas nous créer notre collection d'objets et luminaires pour déjà vendre la collection et aussi pour montrer aux architectes et déco tout ce qu'on pouvait faire avec la matière. Merci. Voilà. Et tout ça s'inscrit dans une démarche d'éco-responsabilité. On reviendra après. On reviendra dessus. Donc Garabos est en train de planter ses propres plantations de sisal, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a un lien avec l'éco-responsabilité. Leslie, tu es donc dans la promotion 1 de l'accélérateur architecture et design et je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc Leslie Gonçalves, architecte. Je suis cofondatrice du groupe Seuil, qui est composé de 3 sociétés à mission. Seuil Architecture, qui est une société qui va faire 20 ans l'année prochaine. Une ingénierie qui fait un bureau d'études qui fait de la maîtrise d'usage et de l'économie circulaire. Et une société de promotion immobilière éco-responsable, Lab Réalisation. Donc, ce qui fait qu'on exerce depuis plusieurs années dans l'éco-responsabilité. C'est tout un cheminement et c'est ce témoignage que je voulais vous apporter aujourd'hui. On a une raison d'être qui est inscrite dans nos statuts et qui est, la première, c'était de limiter nos impacts. On a été énormément bouleversés finalement de toutes ces problématiques climat, du 90% des insectes volants qui ont disparu ces 25 dernières années, de manque de matière, de ressources et d'énergie qui ont tendance à se réduire. Et on a voulu accompagner une démarche éco-responsable pour faire en sorte de construire de manière alternative. On travaille donc avec des matériaux biosourcés, géosourcés, du réemploi. Et on a vu et on a pu déterminer que travailler de manière éco-responsable avec les usagers modifie très fortement nos savoir-faire. Donc pour notre actu, effectivement, on fait partie du groupe des accélérateurs des savoir-faire dans le cadre de France 2030 par BPI et Seuil Architecture est première agence bas carbone à Toulouse et Montpellier. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, comme vous êtes très engagé sur tous les sujets éco-conception, un peu des innovations et des tendances en la matière dans le cadre de la conception de bâtiments, et notamment vos réalisations? Je suis ravie que les slides soient revenus, parce que pour parler d'architecture sans images, c'est dommage. Donc je vous ai prévu 4 projets primés. Le premier, c'est celui qui a complètement modifié nos façons de faire, puisqu'on a démarré en 2005. Et ce projet a été réalisé à partir de 2013. Il a été un moment bouleversant dans notre façon de penser, à savoir faire de l'habitat participatif et co-concevoir avec les usagers. Les 4 projets que je vais vous présenter sont avec à chaque fois des matériaux du bois, bien souvent, des isolants biosourcés, des énergies renouvelables et durables et une démarche participative. Sur le deuxième projet, qui a eu multitude de prix, 8 prix dont des prix locaux, nationaux et 2 prix internationaux, c'est pour ça que je vous le présente, parce que je pense qu'il est assez représentatif de ce que l'on peut faire différemment, à savoir construire une usine à énergie positive en bois et en paille, avec 4000 bottes de paille, bio, locale, en concevant avec les utilisateurs, avec dans une démarche aujourd'hui qui est reproductible, puisqu'on est déjà sur notre 3e usine, pas la même, mais en tout cas qui va dans la même philosophie, à savoir réduire l'énergie, les besoins énergétiques, renforcer avec les usagers les process et développer finalement les savoir-faire d'excellence à l'intérieur de l'usine. Réaliser aussi des projets éco-responsables à des matériaux biosourcés et géosourcés. Et puis aussi démontrer d'un cadre de vie de qualité, parce que c'est ça qui est véritablement essentiel et qui va faire que ça va aussi attirer les talents. Un 3e projet qui est un projet que l'on a fait avec Dietrich Untertrifaller, architecte, mandataire de l'opération. C'est une opération d'envergure
qui fait partie des rares projets qui ont émergé d'une opération qui était à Divois, qui était lancée au national. Et c'est une opération 76% en bois, en grande hauteur, en R+10, avec véritablement toutes les contraintes qui ont eu lieu vis-à-vis des normes entre 2017 et le moment où on a réceptionné ce projet. Donc, c'est un projet qui embarque aussi, comme le projet précédent, des questions de mobilité. Donc, c'est un bâtiment vélo, c'est-à-dire qu'on va monter son vélo par des ascenseurs plus grands et adaptés dans les coursives. C'est un projet aussi qui est 100% construit sur la parcelle, et donc on a fait un jardin suspendu pour pouvoir répondre à cette problématique de biodiversité, qui est aussi notre troisième grand élément clé. C'est-à-dire que dans notre raison d'être, nous voulons limiter nos impacts, embarquer un maximum de gens, mais aussi avoir une démarche positive. Et cette démarche positive, c'est de travailler de plus en plus avec des écologues, des paysagistes sur la biodiversité et le vivant, parce qu'on n'est pas au-dessus du vivant, on fait partie de ce vivant. Et le dernier projet, si j'ai encore une minute, c'est un éco-campus. Je l'ai amené, alors, qui est aussi primé, mais c'est un projet qui est en milieu rural. Donc pour montrer aussi que cette diversité de projets peut avoir lieu partout. Et c'est un éco-campus pour des étudiants, construit en bois, éco-responsable, avec aussi une démarche participative, que ce soit à la conception, pendant le chantier avec un chantier école, et au moment aussi de l'exploitation, puisque 2 ans après, on continue à faire des ateliers, à vérifier que tout aille bien. Merci beaucoup Leslie et bravo pour toutes ces merveilleuses réalisations. Donc on comprend bien que vous, Groupe Seuil, vous avez vraiment mis les enjeux de circularité et de bas carbone au cœur de votre stratégie et de votre proposition de valeur. Et donc il y a sûrement énormément de défis, de difficultés, mais concrètement, quelle est la valeur pour vous économique et extra-financière peut-être aussi pour vous et pour vos clients voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous et à vos clients? Ok. Donc on est dans une démarche aussi à chaque fois de répondre à des programmations dans les temps et financièrement. Comme tout le monde, on fait aussi beaucoup de lycées, de collèges, de groupes scolaires, et on se rend compte qu'on répond dans la même marché de commande. Et aujourd'hui, on développe aussi à la fois les matériaux biosourcés et géosourcés, mais aussi une démarche d'économie circulaire pour renforcer cette idée qu'on va pouvoir à la fois trouver des ressources ailleurs. Donc je ne sais pas si on peut passer les slides et voir un peu au niveau de Una Engineering, donc, qui est notre bureau d'études. C'est dans l'autre sens, Quentin? C'est là? Dans l'autre côté? Non, j'ai pas. Ah non, un peu plus loin. Ça, c'est moi. Donc en fait, ce bureau d'études, pour nous, c'est une opportunité de démontrer d'une certaine façon de travailler sur l'économie circulaire, le réemploi, etc. Et donc je vous ai amené aussi, donc, sur les slides suivantes, quelques projets d'exemples. On arrive au ministère de la Justice sur un bâtiment existant. Ce bâtiment, on nous demande de le démolir et surtout de ne pas rentrer dedans. On propose donc effectivement de faire une déconstruction sélective. On va, avec les artisans, venir récupérer l'ensemble des éléments. On va soit le revendre, ces matériaux et ces équipements, à travers une boutique éphémère, soit on va pouvoir aussi récupérer des matériaux de réemploi issus et extraits d'autres chantiers. Et on va pouvoir le mettre dans des bâtiments en neuf. Il y avait un deuxième projet, c'est pas grave, ok. Le hall 9 en bas, on est plutôt sur de la rénovation ici, avec aussi cette idée que l'on va déconstruire avec un lot spécifique. Donc des artisans, il y a un lot spécifique qui arrive, composé d'un certain nombre de savoir-faire. Ces artisans vont déconstruire un certain nombre d'équipements et de matériaux, les mettre de côté et les donner aux entreprises qui vont ensuite les repositionner dans le bâtiment futur que l'on voit en bas. Ce projet va aussi permettre de faire du sourcing et de récupérer des équipements et matériaux d'autres projets ou des stocks dormants. Je vais vous donner un exemple sur les projets d'après. Sur le projet d'après, si tu arrives, voilà, parfait. L'éco-campus dont on a parlé tout à l'heure, 50% des façades qui composent cet éco-campus sont issues de tuiles plates qui ont été stockées, qui étaient déclassées.
Et le mobilier, en fait, c'était tout simplement le menuisier intérieur qui avait des stocks à ne plus en finir dans différents bâtiments qu'on a visités. Et on a demandé à avoir cette matière, qu'ils ont assemblée et récupérée pour faire le mobilier. Et puis, on l'a fait dernièrement sur un collège également, où on a pu avancer jusqu'à la phase du permis de construire. On a eu l'opportunité de présenter ce projet devant le conseil départemental, qui est le maître d'ouvrage. Il y avait une quarantaine de personnes et on a fait un atelier de sensibilisation. Et avec cet atelier de sensibilisation, on a proposé finalement d'aller vers le réemploi. Aujourd'hui, 9 lots sur 15, donc 9 artisans ont joué le jeu du réemploi. On a 1,7% des travaux et ça représente par exemple le CDI du parquet, le parquet du CDI qui a été réemployé, 18 tonnes de matière de mobilier réemployé, 70% de carrelage et de faïence. Merci beaucoup. Donc vous êtes vraiment les très bons élèves de l'éco-conception dans le bâtiment. Garabos, vous êtes des très bons élèves aussi, mais vous êtes un petit peu plus pionniers sur le sujet de l'éco-conception. Et donc Oui. du coup, si tu peux Oui. nous en dire un peu plus sur votre approche de la graine au meuble. Ok. Du Comme coup, on aime alors nous, c'est vrai qu'on travaille déjà un matériau qui est naturel. Le plâtre, c'est du gypse qui est chauffé, sur lequel on a enlevé toute l'eau et qu'on a broyé. Donc on utilise déjà un matériau qui est naturel. Aujourd'hui, donc nous, on a la partie staff de notre entreprise. Donc toutes les moulures. Je ne sais pas si tu peux. Ouais. Ok. Donc c'est toute la partie moulure. Donc et en fait, donc avec cette partie-là, on a lancé une collection de meubles. Et en fait, en lançant cette collection, on a voulu faire les choses bien. Et donc, gérer vraiment tous les matériaux qu'on utilisait. Donc, pour le plâtre, le plâtre, les carrières sont à Paris, donc on savait déjà voilà, d'où ça venait. L'eau, alors on travaille, nous, sur... en fait, on est amené à déménager. Donc, on travaillera sur des forages ou récupération d'eau de pluie. C'est prévu dans notre futur atelier. Parce que, vu qu'on est en périphérie de Bordeaux, les projets Euratlantique, ils sont en train de pousser les entreprises. Donc on va être amené à déménager très bientôt. Donc, c'est un projet qui est en cours aussi. Et donc, le projet qu'on pouvait mettre là de suite à exécution, c'était la filasse. Donc, qu'on utilise dans notre plâtre. Donc, ça sert à armer le plâtre pour le rendre plus résistant. Et donc, c'est du sisal. Donc, cette plante, à la base, elle vient d'Amérique latine. Elle est produite au Brésil, mais aussi au Kenya et à Madagascar. Et donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas faire ça à côté de chez nous, à Bordeaux. Maintenant, on a plein de terrains qui sont vides parce que les gens arrachent les vignes. Donc, on s'est dit, pourquoi pas planter du sisal. Et au final, on s'est rendu compte que le faire nous-mêmes, c'était pas si compliqué. Donc aujourd'hui, on est encore en phase test. Donc on l'a planté au printemps dernier. On va voir si ça passe l'hiver, mais visiblement tout le monde a l'air plutôt confiant. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé. Et donc on va pouvoir produire notre propre filasse. Voilà. Et c'est un très bel exemple qui montre qu'en fait l'éco-conception, il y a un peu un effet boule de neige aussi derrière qui permet aussi une réduction des émissions, une approche bas carbone puisque c'est quelque chose que vous importiez d'Afrique. Exactement. Nous, notre consommation, c'est 4 tonnes par an. Donc c'est quand même, c'est quand même un bon poids. Et donc, en fait, en plantant un demi-hectare, on pourrait subvenir à nos besoins. Avec le sisal, on peut faire plein d'autres choses aussi. Le but, c'est aussi de pouvoir le distribuer aux staffeurs en France pour éviter qu'ils l'importent de loin. Et donc, on va pouvoir... on espère vraiment pouvoir au moins subvenir à nos besoins à nous. Merci. Une dernière question peut-être à vous deux avant la fin. J'imagine que vous rencontrez de nombreux défis et difficultés. Et là, c'est une question un peu ouverte. Quels sont aujourd'hui un peu peut-être les freins à l'éco-conception, les difficultés que vous rencontrez, les défis? L'idée, c'est d'ouvrir un peu les chakras et peut-être de réfléchir ensemble à une solution. Je commence ? Ouais, si tu veux. Alors, ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent des architectes viennent me voir en me posant des questions, ou même des maîtres d'ouvrage,
et qui finalement savent ce qu'il faut faire et comment le faire. Et en fait, c'est des freins dans la tête. Aujourd'hui, les matériaux biosourcés sont accessibles, sont peu chers. On va dire qu'ils ont rattrapé avec l'augmentation du coût de l'énergie les isolants standards, par exemple. Et donc, il faut juste se dire, OK, je peux me l'autoriser et je m'y mets. C'est vraiment ce qu'il y a à faire. Et cette problématique, elle est générée aussi auprès de mes confrères, des maîtres d'ouvrage, mais aussi de toute la chaîne, le bureau de contrôle, les assureurs, les banques. Tout ça freine encore un peu trop et il faut juste se l'autoriser. Voilà. Ouais. Bah, alors, nous, en tant qu'artisans, c'est vrai qu'on a d'autres problématiques, des fois, qui vont être vraiment... je parle pour la plâtrerie, notamment. Alors, sur les coûts, on va avoir des clients qui vont être prêts à mettre le prix, mais des fois, ça va être des différences sur la pose. En fait, c'est pas tant le matériau qui va coûter plus cher, mais plus sur la pose, où on va mettre plus de temps. Donc, forcément, les coûts se répercutent. Et aussi, on a des produits qui sont beaucoup plus lourds pour nos gars. Et donc, c'est vrai que c'est... en pause, c'est un peu soit on choisit l'écologie ou la santé de nos gars. Et donc, voilà, il y a encore des petites évolutions à faire au niveau des matériaux en eux-mêmes. Ok, très clair. Merci beaucoup à vous deux. On va passer aux questions-réponses. Y a-t-il des questions Oui, alors venez, the floor is yours. Bonjour, très belle présentation. Alors moi je m'appelle Kassim Fidali, je travaille sur la distillation des huiles essentielles. Alors, rien à voir avec voilà. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a de l'éco-conception donc dans mon projet. Et je voulais savoir si vous intervenez en fait dans les Outre-mer. Alors moi je suis de Mayotte. En tant qu'architecte ? En tant qu'architecte et voilà pour monter ce projet-là. En fait pour la distillerie, il y a de l'éco-conception dans le process lui-même en fait de la distillerie. Et je voulais que voilà ce projet-là soit accompagné aussi par que le bâtiment accompagne ce projet-là, toujours dans cette même optique en fait d'éco-conception. Ok, donc vous me faites un appel devant tout le monde. Merci. Donc, j'ai une petite plaquette, je vous montrerai juste après, avec plaisir, pour envisager de travailler ensemble sur votre projet, bien sûr. Merci. Ouais. Vous intervenez du coup en Outre-mer? Aujourd'hui, non. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour. En fait, j'ai encore une question pour vous, je suis désolé. Je vous en prie. C'est pas grave. Vous avez mené à bien un projet donc, sur une usine. J'imagine que forcément, alors où il y avait une volonté très forte et le coût a été mis de côté, ou alors il y a eu une comparaison, l'incidence prix sur la conception d'une unité de production éco-responsable depuis sa création. Est-ce qu'il y a un écart, est-ce que vous avez constaté un écart pharaonique, prohibitif? Merci pour cette question. Donc sur le projet que j'ai présenté, qui est un projet, la première usine que l'on a réalisée, on est à Isoku avec une usine standard, parce qu'il y a eu beaucoup de leviers, beaucoup de travail. Je peux vous en dire 5. Le premier levier, c'est que le maître d'ouvrage a suivi lui-même son chantier, donc il a économisé 2% sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Je ne sais pas s'il le referait parce que c'est très impliquant, mais en tout cas ça a été un moyen, un levier. Le deuxième, c'est qu'ils avaient en interne une partie de serrurerie et donc ils ont fait eux-mêmes un des lots. Ils ont gagné 20% sur un des lots de la serrurerie en faisant les escaliers, etc. C'était un deuxième levier. Un troisième levier, c'est que nous avons anticipé le coût global. Donc on n'a pas fait des économies sur le moment, mais à venir avec plusieurs moyens. Le premier, c'est avec des énergies renouvelables et durables, avec un coût un retour sur investissement très rapide, à 5 à 10 ans, avec la géothermie. Et on a anticipé aussi les extensions futures en imaginant des fondations plus profondes, plus importantes, qui vont permettre de récupérer les extensions à terme.
Un autre point aussi que l'on a travaillé, c'est qu'on a eu des subventions. Donc on a eu 10% de subventions quand même sur l'opération. C'est une opération à 5 millions d'euros. Donc on était à 1 400 € à l'époque et 1 200 avec les subventions. Aujourd'hui, on est plus cher. On serait beaucoup. Enfin, sur les nouvelles opérations que l'on fait, on est un peu plus cher, effectivement. Mais en tout cas, on peut travailler à chaque fois sur certains sujets pour atteindre les objectifs. Et puis, il y a le coût environnemental de demain aussi, qui a été anticipé. Merci. Merci. Y a-t-il une autre question dans l'Assemblée avant de clôturer ce premier atelier? Non? Très bien. Alors, je voulais remercier Juliette pour la coordination, Nicolas pour l'invitation. Ah, c'est pas terminé? Ah, oh là là. Alors, je suis désolé, j'attendais un petit peu parce que la question est aussi pour vous. Abricop, du coup, c'est où le projet? Qui était le commanditaire? Est-ce que vous sentez qu'il y a une appétence des pouvoirs publics pour ce type d'habitat? Merci de la question. Donc, Abricop, c'est un habitat participatif à Toulouse, à la Cartoucherie. Il fait partie d'un ensemble immobilier. C'est le plus grand ensemble immobilier participatif de France. Nous, on n'est que le 4e bâtiment avec 17 familles. Abricop, c'était donc au départ une association, la Jeune Pousse, qui ensuite a monté une coopérative d'habitants où eux sont propriétaires, la coopérative est propriétaire du bâtiment et les habitants sont, on va dire, locataires de leur logement. Ils ont attendu presque une dizaine d'années avant de pouvoir avoir un foncier. Donc ils ont recherché d'abord beaucoup sur la rénovation, ils n'ont pas trouvé. Finalement, la collectivité qui, à l'époque, a fait le choix de leur laisser une place dans une ZAC pour avoir le projet. Et ils ont développé le projet. Ensuite, il y a eu aussi beaucoup de dynamisme avec Abicop, qui est à Lyon, et qui a aussi développé juridiquement et aidé ce type d'initiative. À Toulouse, il y a pas mal de projets qui émergent. Il y en a pas mal aussi à Montpellier. Et puis, un peu partout en France. Ça reste encore des projets qui restent à la marge parce que très complexes. Et puis, par contre, une force, c'est-à-dire que quand ils ont connu 2020, en fait, c'était une ville suspendue. Ils n'ont pas du tout été en retrait. À l'étage, sur la terrasse, en fait, il y avait une personne qui faisait du tai chi. Les enfants faisaient des jeux dans la salle commune. En fait, il y a eu énormément d'entraide. Et en fait, c'est ça aussi, c'est cette résilience de la ville de demain. Donc, c'est quand même effectivement des formes d'habiter qu'il faudrait conserver. Est-ce qu'il y a encore une question? Non. Très bien. Oui, si. Bonjour, au début vous avez évoqué le fait que vous faisiez partie d'un parcours savoir-faire d'excellence, il me semble. Oui. J'aurais été curieuse de savoir ce que ça vous a apporté, ce parcours. Voilà, quel lien vous avez pu créer. Je précise juste qu'il s'agit du coup de l'accélérateur architecture et design ou savoir-faire d'exception, qui est un programme de formation de 18 mois que je gère. Donc, voilà. Mais vous pouvez témoigner et on peut en parler après. Du coup, 2 petites minutes, puisqu'on enchaîne dans 10 minutes, mais allez-y. 30 secondes. Ok, 30 secondes. Nous, ça nous a permis un accompagnement sur l'entreprise. On a pu faire notre bilan carbone, on a pu analyser en fait, des petites choses qui n'allaient pas forcément dans notre entreprise. Donc, on a pu avoir un accompagnement. Et après, vraiment, sur le programme en lui-même, on a suivi plusieurs séminaires. Alors, on est plus ou moins concernés par tous, mais en fait, ça nous a donné plein d'idées. Ça permet aussi de s'auto-analyser sur plein de choses. Et pour nous, ça a été une bonne expérience. Leslie, un mot, parce que sinon, après, on va avoir 3 heures de retard. C'est génial, faut le faire. Voilà, un mot. On rencontre des professionnels qui sont exceptionnels. Pour nous qui sont ici, et donc ça nous tire vers le haut, ça nous donne des idées, on avance. En même temps, on voit que nous aussi, même si on est plus petits, on a aussi le moyen de les faire progresser à eux. Donc c'est du donnant-donnant. Et puis l'encadrement est magnifique, très bienveillant. Merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup à tous les trois. On va dans des bons restaurants. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour vos questions.